Alors en fait, il y a au bout de la magnifique librairie dans laquelle vous êtes, la librairie Caribde, il y a une personne que certains d'entre vous connaissent qui s'appelle LMG, qui ne veut pas venir jusqu'ici pour des raisons qui la regardent. Euh, elle prétend qu'elle attend quelqu'un qui arrive en train et qui repart immédiatement en train, et que cette personne, bon, voilà, en fait, c'est un prétexte, je pense, pour ne pas parler elle-même de son livre, et il faut la comprendre, mais en même temps, alors je sais pas, je pense qu'il y a un certain nombre d'entre vous qui la connaissent. En fait, vous la connaissez tous. Donc en fait, c'est pour ça qu'elle a pas besoin de le lire. Donc vous savez tout ce qu'il y a dans le livre. Oui. Et si ça se trouve, vous êtes enfin, Oui. il y a quelque chose de vous qui est dedans, Absolument. d'une certaine manière. Quelque chose de mort. Qui ne connaît pas ce livre? Qui ne connaît pas LMG? On a le droit. Hein. Vous connaissez pas LMG? Si, mais pas le livre. Vous connaissez pas le livre. Vous savez ce qu'il y a dedans? Pas vraiment, pas tout. Pas tout. Elle s'est pointée il y a quelques années, je pense, hein, 4-5 ans, avec un projet complètement fou qui était de faire envoyer à un certain nombre de gens, 365 au total. Et le 366e va peut-être être content. Hein. Bon, tant pis pour lui. Des récits de sa propre mort. Alors, il se trouve qu'elle m'en avait demandé un, ou en tout cas qu'elle m'avait mis dans la boucle, je lui avais envoyé quelque chose. Vous êtes tous dans la boucle, ou certains le sont, d'autres l'ont été parce qu'ils la connaissent ou parce qu'elles vont, etc. Et donc, au bout de 3 ans, 4 ans, et de cette patiente, de ce patient de travail qu'elle exposait régulièrement sur Facebook, elle a réussi à sortir avec les âmes d'Atala ce truc avec lequel vous pouvez tuer n'importe qui. C'est ça qui est bien en fait. C'est ce que j'étais en train de me dire à le voir. Ça peut servir de pierre tombale, ça peut servir d'instruments contondants, ça peut vraiment avoir tout un tas d'usages. Est-ce que vous savez ce qui va advenir? Vous connaissez la suite du projet? Elle vous a parlé de la suite du projet? Moi, je connais pas. Alors, tous les textes qu'elle a collectés, qui ne se retrouvent pas qui ne sont pas imprimés qui ne sont pas repris dans le volume, en fait, qui n'est composé que de dessins, que chacun pourra retrouver patiemment, soit parce qu'il l'a revu dans le déroulé sur Internet, soit parce que il y a peut-être eu des communications directes. En tout cas, tout est identifié avec les initiales et les dates de naissance, hein, c'est ça. Donc tout le monde peut se retrouver, tout le monde peut. Mais les textes ont été, je crois que je me souviens plus exactement, mais je crois que mais le pacte était de ne pas les publier de toute façon et de ne pas les rendre publics. Et pas nécessairement à ce moment-là de les brûler, mais là, il se trouve qu'un jour proche, ils vont être brûlés et tous les dessins vont être remis aux personnes, les dessins vont être remis aux personnes encore vivantes qui ont participé à ce volume, parce que malheureusement, entre-temps, effectivement, quelques-unes de ces personnes sont déjà parties. Voilà. Et pour accompagner chez Caribde de cette exhumation, on voulait vous présenter un certain nombre de livres diversement joyeux sur la mort. Et en fait, je ne sais pas si vous connaissez ce petit ouvrage, Les Nouvelles en 3 lignes de Félix Fénéon. Félix Fénéon, c'est un... Je vais peut-être parler sous ta... Enfin, c'est un auteur qui a écrit pas énormément, qui n'a pas écrit énormément, mais qui est un grand critique, qui a fait partie d'un certain nombre de mouvements anarchistes au début du siècle, qui est mort d'une cause non identifiée le 29 février 1944 à Châtenay-Malabry, qui a laissé suffisamment d'argent pour qu'il y ait un prix à son nom, et qui s'est rendu célèbre notamment pour ses nouvelles en 3 lignes, qui sont... il a travaillé un moment pour la presse, et il écrivait des petites choses, des faits divers en 3 lignes, des vrais faits divers en 3 lignes.
Si mon candidat échoue, je me tue, avait déclaré M. Bellavoine de Fresquienne, scène inférieure. Il s'est tué. Par exemple. Leur canot ayant chaviré, M. Guittard et Sabaté de Marmande se noyèrent. À la nouvelle, M. Guittard père tomba mort. En 3 lignes. On voulait un peu que ce soit le patron de la soirée, en quelque sorte. Le cadavre du sexagénaire d'Orlay se balançait à un arbre à Arcueil avec cette pancarte « Trop vieux pour travailler ». Arcueil, c'est chez moi, donc ça m'a fait plaisir. Napoléon Gallieni, lapidaire, s'est cassé le cou dans son escalier. Chute provoquée peut-être. Aussi, on le porta à la morgue. Il avait parié de boire d'affilée 15 absinthes en mangeant 1 kilo de bœuf. À la 9e, Théophile Papin d'Ivry s'écroula. Le curé de la Compote, Savoie, allait par les monts et seul, il se coucha tout nu sous un hêtre et y mourut de son anévrisme. Bon, je vous en lirai d'autres parce que c'est un auteur que j'aime beaucoup aussi. Et je voulais après commencer avec un texte court extrait des études sur la mort du comte Stenbock. Le comte Stenbock, c'est un auteur qui a écrit en anglais mais qui était d'origine suédo-estonienne, qui était un proche d'Oscar Wilde notamment, qui était extrêmement décadent, qui était tellement décadent que même Wilde le trouvait horriblement et dégoûtamment décadent, donc pousser les choses très loin. Il est mort très jeune, lui, le 14 avril 1895, d'une cirrhose du foie à Brighton, après des excès nombreux et forcés. Et il n'a pas laissé grand-chose, malheureusement, deux petits recueils de nouvelles, dont les études sur la mort, qui ont été publiées par les éditions du Visage Vert, que par ailleurs je représente, il y a quelques années. Quelque chose était changé en lui, mais quoi? Il ne pouvait le dire. Marchait-il habituellement à 4 pattes? Oui, assurément. Il regarda dans le ruisseau, dont les eaux étaient aussi immobiles qu'un miroir, et là, horreur, il se vit. Mais était-ce lui? Sa tête et son visage, oui, mais son corps était changé en celui d'un loup. Comme il se regardait, il entendit le son d'un rire hideux et moqueur derrière lui. Il se retourna, et là, dans un rayon de sinistre lumière rouge, il vit un être dont le corps était humain, mais dont la tête était celui d'un loup aux yeux infiniment maléfiques. Et pendant que cet être immonde riait d'un puissant rire humain, lui, essayant de parler, ne put que pousser un long hurlement de loup. Mais ordonnons à nos esprits d'abandonner la chose étrangère de l'autre côté pour se rendre dans le simple village humain où Gabriel habitait. Ce Gabriel habite deux côtés de l'existence, le côté des morts et le côté des vivants. Mère Yvonne ne fut point trop surprise lorsque Gabriel ne descendit pas pour le petit déjeuner. Cela lui arrivait souvent. Cette fois-ci, elle se dit « Je suppose qu'il est parti avec les autres à la chasse au loup. » Non pas que Gabriel eût été porté sur la chasse, mais comme elle le disait avec sagesse, il ne sait pas la veille ce qu'il fera le lendemain. Les garçons dirent « Naturellement, cet empoté de Gabriel s'est caché, il a peur de se joindre à la chasse au loup. Lui qui ne serait même pas capable de tuer un chat. » Car leur unique notion de l'excellence était le massacre. Plus gros était le gibier, plus grande était la gloire. Pour l'instant, ils s'en tenaient principalement aux chats et aux moineaux, mais ils espéraient tous pouvoir plus tard devenir général d'armée. Pourtant, toute leur vie, ces enfants avaient été élevés dans les douces paroles du Christ, mais hélas, presque toutes les graines tombent dans l'ornière, là où elles ne peuvent donner ni fleurs ni fruits. Bien peu connaissent la souffrance et l'angoisse amère, ou réalisent le véritable sens des mots, eux pour qui il est écrit « certains tombent dans les épines ». La chasse au loup fut un demi-succès, car ils en aperçurent un, mais ne purent le tuer avant qu'il eût bondi par le ruisseau, de l'autre côté, où, bien entendu, ils n'osèrent pas le poursuivre. Aucune émotion n'est aussi profondément enracinée dans l'esprit du commun que la haine et la peur de tout ce qui est étrange. Les jours passèrent et personne ne revit Gabriel, et finalement, Mère Yvonne commença à réaliser quel profond amour elle avait eu pour son unique fils, ce fils qui était si différent d'elle qu'elle s'était imaginé être un objet de pitié pour les autres mères. L'œuf d'oie et l'œuf de cygne. Les gens le cherchèrent et finirent de le chercher, ils allaient même jusqu'à draguer les étangs, ce que les garçons trouvèrent très amusant car cela leur permit de tuer un grand nombre de ragondins. Carmeille, quant à elle, resta assise dans un coin à pleurer toute la journée. Mère Pinquel, également assise à l'écart, riait sous cape et affirmait qu'elle avait toujours dit qu'on ne ferait rien de bon avec Gabriel. L'abbé Félicien était pâle et anxieux, et il parla seulement pour dire d'épargner Dieu,
et ceux qui se sont placés sous la protection de Dieu. Finalement, Gabriel demeurant introuvable, ils supposèrent qu'il devait être nulle part, c'est-à-dire mort. Leur connaissance des localités voisines était si limitée qu'il ne leur vint même pas à l'esprit de supposer qu'il pût vivre ailleurs que dans le village. Voilà. Je vous conseille vivement cette très belle nouvelle. Et je reviens un tout petit peu à l'ami Fénéon. Le douanier veuf Ackermann de Fort Philippe, Nord, qui devait se marier aujourd'hui, s'est pendu sur la tombe de sa femme. Phthisique, Charles Le Lièvre, faïencier à Choisy-le-Roi, alluma 2 réchauds et mourut parmi les fleurs dont il avait jonché son lit. Aux environs de Noisy-sous-École, M. Louis Delillo, 70 ans, tomba mort, une insolation. Vite, son chien fidèle lui mangea la tête. Ça ne parle pas que de mort, hein. Pour ça je suis obligé de passer des pages, il y a aussi des faits divers plus... Ah mais voilà. Avec une fourche à 4 dents, le laboureur David de Courtemaux, Loiret, a tué sa femme qu'il croyait bien à tort infidèle. Un homme d'une trentaine d'années s'est suicidé dans un hôtel de Mâcon. Ne cherchez pas mon nom, a-t-il écrit. Monsieur Petit de Marizy-Sainte-Geneviève, dans l'Aisne, voulait mourir mais en joie. Il but 2 litres de vin, 1 litre d'eau de vie et mourut en effet. Nous allons passer maintenant à comment on meurt de notre ami Émile Zola, dont je vous rappelle, le malheureux, qu'il est mort lui asphyxié bêtement par sa cheminée. Et alors ce petit ouvrage qui est paru aux éditions du Sonneur il y a quelques années aussi, recueille 5 récits de mort qui sont très effrayants. Non pas effrayants évidemment par leur approche de la mort, mais par l'extrême froideur et la mise en scène très distante de la mort de ces 5 personnes qui chacun représente comment on pourrait dire un état social. Charles reprend brusquement, en continuant tout haut les réflexions que ses frères font tout bas. Écoutez, des frères se disputent l'héritage devant leur mère qui est en train de mourir. Écoutez, nous vendrons, ça vaudra mieux. Si nous nous querellons aujourd'hui, nous nous mangerons demain, Mais un râle leur fait vivement tourner la tête. Leur mère s'est soulevée, blanche, les yeux hagards, le corps secoué d'un frisson. Elle a entendu, elle tend ses bras maigres, elle répète d'une voix épouvantée « Mes enfants, et une convulsion la rejette sur l'oreiller, elle meurt dans la pensée abominable que ses fils la volent. Tous les 3 terrifiés sont tombés à genoux devant le lit, ils baisent les mains de la morte, ils lui ferment les yeux avec des sanglots. À ce moment, leur enfance leur revient au cœur et ils ne sont plus que des orphelins. Mais cette mort affreuse reste au fond d'eux, comme un remords et comme une haine. » Donc ça, c'est la femme un peu riche. La femme du commerçant, dont la mort est envisagée comme une espèce de circonstance malheureuse dans l'ordre du commerce de ce monsieur Rousseau. « Pourquoi un notaire ?» s'écrie monsieur Rousseau. « Nous n'en sommes pas là, bien sûr. » Mais elle reprend de son air calme et raisonnable. « Possible. Seulement, cela me tranquillisera de savoir nos affaires en ordre. Nous sommes mariés sous le mariage de la communauté, quand nous ne possédons rien ni l'un ni l'autre. Aujourd'hui que nous avons gagné quelques sous, je ne veux pas que ma famille puisse venir te dépouiller. Ma sœur Agathe n'est pas si gentille pour que je lui laisse quelque chose. J'aimerais mieux tout emporter avec moi. » Et elle s'entête, il faut que le mari aille chercher le lendemain le notaire. Elle questionne ce dernier longuement, désirant que les précautions soient bien prises et qu'il n'y ait pas de contestation. Quand le testament est fait, que le notaire est parti, elle s'allonge en murmurant « Maintenant, je mourrai contente. J'avais bien gagné d'aller à la campagne. Je ne peux pas dire que je ne regrette pas la campagne. Mais tu iras, toi. Promets-moi de te retirer dans l'endroit que nous avons choisi. Tu sais, le village où ta mère est née, près de Melun. Ça me fera plaisir. » Monsieur Rousseau pleure à chaudes larmes. Elle le console, lui donne de beaux conseils. S'il s'ennuie tout seul, il aura raison de se remarier. Seulement, il devra choisir une femme un peu plus âgée parce que les jeunes filles qui épousent des veufs épousent leur argent. Elle leur indique une dame de leur connaissance avec laquelle elle serait heureuse de le savoir. Puis la nuit même, elle a une agonie affreuse. Elle étouffe, elle demande de l'air. Françoise s'est endormie sur une chaise. Monsieur Rousseau, debout au chevet du lit, ne peut que prendre la main de la mourante et la serrer pour lui dire qu'il est là, qu'il ne la quitte pas.
Le matin, tout à coup, elle éprouve un grand calme, elle est très blanche, les yeux fermés, respirant lentement. Son mari croit pouvoir descendre avec Françoise pour ouvrir la boutique. Quand il remonte, il trouve sa femme, toujours très blanche, raidie dans la même attitude. Seulement, ses yeux se sont ouverts, elle est morte. Alors, je vous passe la mort de l'enfant qui est particulièrement horrible. Le petit Charlot, si vous lisez le livre. Et là, nous avons un vieux paysan qui est déjà mort. On a posé le cercueil à côté du trou, tandis que le fossoyeur continue à jeter des pelletées de pierre. Le gamin qui porte la croix vient de la planter dans le sol, au pied du corps, et le curé, debout à la tête, continue à lire du latin dans son livre. Et les assistants sont surtout très intéressés par le travail du fossoyeur. Ils entourent la fosse, suivent l'appel des yeux, et quand ils se retournent, le curé s'en est allé avec les 2 gamins. Il n'y a plus que la famille qui attend. Enfin, la fosse est creusée. C'est assez profond, va, crie l'un des paysans qui ont porté le corps. Et tout le monde aide pour descendre le cercueil. Ah, le père Lacour sera bien dans le trou. Il connaît la terre et la terre le connaît. Ils font bien ménage ensemble. Voilà plus de 50 ans qu'elle lui a donné ce rendez-vous, le jour où il a entamé de son premier boule-pioche. Leurs amours devaient finir par là. La terre devait le prendre et le garder. Et quel bon repos. Il entendra seulement les pattes légères des oiseaux sauter dans l'herbe. Personne ne marchera sur lui. Il restera des années dans son coin, sans qu'on le dérange, car il ne meurt pas 2 personnes par an à la Courteille, et les jeunes peuvent vieillir et mourir à leur tour, sans déranger les anciens. C'est la mort paisible et ensoleillée, le sommeil sans fin, au milieu de la sérénité des campagnes. Voilà comment on meurt de l'ami Zola. Zola qui avait, je ne sais pas s'il y a des morts de cette nature dans Fosse commune, mais Zola qui s'était rendu célèbre en décrivant notamment une mort par combustion spontanée. C'est un vieil ivrogne qui fumant, laisse tomber sur lui une cigarette et c'est pas ses vêtements qui brûlent, c'est sa chair imbibée d'alcool qui cuit en quelque sorte sur ses os. Et c'est dans le Docteur Pascal. Je me souviens d'avoir lu ça quand j'étais relativement jeune et ça m'avait beaucoup. Il y avait aussi un enfant qui se vidait par une hémorragie nasale. Enfin voilà, et Zola avait quand même une grande familiarité avec la mort. Continuer malgré tout. Par quelques lignes encore de Fédéon. C'est au cochonnet que l'apoplexie a terrassé monsieur André, 75 ans, de Levallois. Sa boule roulait encore qu'il n'était déjà plus. Le Lyonnais Fraché, mordu par un carlin et cru guéri, Institut Pasteur, a voulu mordre sa femme et est mort enragé. Après autopsie, l'évêque non identifié trouvé hier sur la place d'Aïn el-Turc à Oran a été inhumé avec la pompe épiscopale. Le zingueur Billard de Saint-Germain, père de 5 enfants, se pendit au piton de sa lampe. Une de ses filles rentra, il était froid. Voilà, Fénéon est un peu abrupt. On va passer à ce roman étrange dont je vous conseille vivement la lecture, qui est du fils de Georges Bernanos, Michel Bernanos, et c'est difficile de trouver un extrait qui vaille le. C'est un roman qui est tellement progressif dans l'étrangeté et dans la pétrification que bon, je vous lis quelque chose qui est un peu vers la fin, qui ne trahit pas grand chose, mais qui reflète un peu le ton général de l'ouvrage. Maintenant, c'étaient les grincements qui avaient repris, accompagnés de ces mêmes craquements que produisent les arbres de nos forêts quand ils sont aux 3/4 entamés par les haches des bûcherons et qui commencent à s'incliner vers la terre. En même temps, il faisait de plus en plus clair. C'était une clarté froide, lumineuse et épaisse, comparable au mercure lorsqu'il s'enroule dans l'eau. La forêt entière était visible, les troncs légèrement arqués laissaient échapper des gémissements de bois qui se déchirent. Oui, j'aurais pu vous préciser quand même que ces deux matelots qui s'embarquent
sur un navire qui fait naufrage et il se retrouve sur cette île, ou cette terre assez étrange où il va leur arriver une expérience qui est vraiment une expérience de mort. Sans rentrer dans les variétés des détails. La forêt entière était visible, les troncs légèrement arqués laissaient échapper des gémissements de bois qui se déchirent. L'histoire de Toine, le compagnon du narrateur, me revint alors à l'esprit. Était-ce le même phénomène qui se reproduisait? Bientôt, je n'en pus plus douter. La forêt immense commençait son incroyable salut. Elle se courbait vers un mystère. Comme pour une prise d'habit, elle allait coucher son front vert sur le sol. Les gémissements des troncs exacerbaient mes nerfs, mis souvent à si rude épreuve. Les troncs avaient maintenant pris un tel angle que je m'attendais à tout moment à les voir se briser net. Déjà, les feuilles des longues branches caressaient comme des mains le sol du sous-bois, puis les branches s'écartèrent comme autant de bras en croix, et les hautes cimes verdoyantes s'allongèrent à terre, répandant leur couleur douce de pousses naissantes. Mon regard fut alors accroché par la plus haute des montagnes, là-bas, dans le lointain. Elle était aussi rouge qu'une braise de forge, et le battement qui s'était un moment atténué se mit soudain à retentir avec une violence infernale. Il y eut ensuite un long soupir, puis la lumière blême redevint ombre, et la forêt reprit sa place, rangeant sagement ses feuilles dans le ciel noir. Le silence régnait à nouveau. Seule, la montagne, qui semblait s'appuyer contre les ténèbres, continua un bref instant de rougeoyer avant de s'éteindre enfin très lentement, comme pour nous faire croire à un rêve. Les étoiles inconnues se remirent à étinceler de tout leur feu. C'est fini, dit Toine, simplement. Il est ressorti récemment, ce livre, à l'Arbre Vengeur. C'est une sorte de livre, enfin c'est un livre qui a une existence récurrente chez des éditeurs qui se rendent compte qu'il est épuisé chez l'éditeur précédent, et il doit en être à sa 5e ou 6e réédition, et à chaque fois il est redécouvert, à chaque fois il bénéficie d'une nouvelle préface. Dans cette petite édition là de la table ronde, c'est une préface de Stefano De Guy. Là c'est une préface de Juan Asensio et une postface de Dominique Deroux, pour les gens qui le connaissent, mais c'est un bon texte d'Asensio. La montagne morte de la vie. Et Bernanos a écrit pas mal de choses qui avaient été réunies au Fleuve Noir, parce que c'est quand même, c'est de la littérature beaucoup mystérieuse et fantastique. Et j'oublie de préciser que le malheureux, lui, s'est suicidé à 41 ans, le 27 juillet 64, dans la forêt de Fontainebleau. Et on va brièvement parler aussi d'un autre suicidé qui est César Pavese, et c'est ses textes d'avant-suicide, ses derniers textes en fait. La mort viendra et elle aura tes yeux. La mort viendra, elle aura tes yeux, cette mort qui est notre compagne, du matin jusqu'au soir, sans sommeil, sourde, comme un vieux remords ou un vice absurde. Tes yeux seront une vaine parole, un cri réprimé, un silence. Ainsi les vois-tu le matin quand sur toi seul tu te penches au miroir. Ô chère espérance, ce jour-là nous saurons, nous aussi, que tu es la vie, que tu es le néant. La mort a pour tous un regard, la mort viendra et elle aura tes yeux. Ce sera comme cesser un vice, comme voir ressurgir au miroir un visage défunt, comme écouter des lèvres closes. Nous descendrons dans le gouffre muet. Un autre texte de Pavese, très court. Last Blues. Ce n'était qu'un jeu, tu le savais bien. Quelqu'un fut blessé il y a très longtemps. Mais rien n'a changé, le temps est passé. Un jour tu es venu, un jour tu mourras. Et quelqu'un est mort il y a très longtemps. Quelqu'un qui voulait, mais tu ne savais pas. Voilà, c'est des textes écrits par Pavese juste avant son Suisse. Alors, à coups de revolver, M. Paul Baraban d'Aubusson a tué, dans la nuit de mardi à mercredi, Mademoiselle Perroni et a tenté de se suicider. Une lame sourde enleva sous l'œil maternel l'enfant Mas qui pêchait dans les roches de Poulbriel près de Pinmar. Et ça, c'est un autre type de mort. 4 mères encore de suspendus en Maine-et-Loire. Ils voulaient maintenir sous les yeux des écoliers le spectacle de la mort de Dieu. Et puis...
remonte vers le 21e siècle, puisque Corso en a vu un tout petit bout. Il est mort en 2001, cancer de la prostate. Il a écrit ce très beau recueil qui est traduit chez Black Herald Press par Blandine Monde, et c'est un des poètes les moins connus peut-être du mouvement beat, mais il a vécu à Paris, il a une certaine... Avant que ce recueil qui s'appelle Le joyeux anniversaire de la mort contient un long texte que je ne vous lirai pas en entier, mais dont je vous lirai les premières strophes, qui s'appelle La mort. Avant que je naisse, avant que je sois hérédité, avant que je sois vie, avant que je sois, les hiboux apparaissent et les trains partaient. La mort n'est ni une photographie, ni une marque brûlante sur les yeux. Tout ce que je vois est mort, non pas la faucheuse avec faux et sablier, et staphylade, non pas crâne, haut sans croix, ni papillon taureau. Ne donne pas à la mort un nom moindre, j'ai connu des morts qui l'ont appelé moindre. Un rugissement opiniâtre est une triste erreur, non plus que vaillance, une fois ressuscité, soit de nouveau vaillance. Et les hiboux ululent, et le sifflement de train se dissipe, je mendie le souffle qui me garde en vie. C'est de la poix que je vomis et de la poix que j'attends. Un train parti est un train voué à arriver. La mer voyage est achevée, mort, prends-moi sous ton aile. Voilà, pour ceux qui sont sur la pile aussi, je vous conseille vivement, enfin vous ne pourrez pas tout prendre, mais... Et puis, on va finir avec juste quelques lignes, parce que je ne vais pas vous embêter, de ce très très beau texte, ce texte absolument magnifique, qui s'appelle Le faste des morts, de Kenzaburo Oe, qui lui est encore vivant. Il a plus de 80 ans maintenant, mais bien heureusement de ce monde. Et le faste des morts, c'est un étudiant qui travaille, qui prend un tout petit boulot de quelques heures, pense-t-il, pour transférer d'une énorme cuve remplie d'alcool à une autre énorme cuve remplie d'alcool, des corps qui sont conservés dans la première cuve certaines fois depuis 30 ans. C'est des corps que l'hôpital conserve et on pêche ces corps régulièrement pour faire des autopsies, mais il y a certains de ces corps qui sont là depuis très 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 longtemps. Et donc c'est vraiment les premières lignes du texte. Baignant dans un liquide brunâtre, les morts se tenaient enlacés et leurs têtes se heurtaient, certains flottant, l'un tout contre l'autre, d'autres immergés à demi. Enveloppés dans leur peau molle d'un brin livide qui leur conférait une apparence d'autonomie ferme et impénétrable, ils se condensaient, chacun tourné vers lui-même, alors que leurs corps s'acharnaient à se frotter l'un contre l'autre. Ils étaient recouverts d'un œdème à peine perceptible qui intensifiait les traits de leur visage aux paupières hermétiquement closes. Une puanteur volatile en émanait avec violence qui opacifiait l'air de la salle fermée. Le moindre son émis semblait s'engluer dans l'air visqueux, s'apesantir et devenir massif. Les morts murmuraient d'une voix lourde et grave dont les échos multipliés et entremêlés étaient difficiles à distinguer. Parfois, dans un silence soudain, ils se taisaient tous, et aussitôt après, le brouhaha reprenait. Dans une exaspérante lenteur, le vacarme s'intensifiait, diminuait, puis brusquement se calmait. Un des morts, pivotant lentement, plongea au fond du liquide l'épaule la première. Seul son bras raidi émergea un moment, puis de nouveau, le reste du corps remonta doucement à la surface. Voilà. Merci. Et tous les livres sont là, et vous pouvez donc les acheter. Voilà. Merci.